Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont venus à l'esprit du Liban pour écouter Geneviève Chêne. Pourquoi? Parce que Geneviève Chêne est quelqu'un de très important. On m'a dit de la présenter, et j'ai répondu à Carole, c'est pas la peine de présenter Geneviève, tout le monde la connaît. Hein, c'est quelqu'un qui s'est bâti petit à petit ici, à la force du poignet. Elle était d'abord interne de santé publique, ensuite elle était professeur, maintenant elle dirige l'ICMO à Paris. Si vous ne savez pas ce que c'est l'ICMO, c'est tout l'ensemble de la santé publique, à la fois de l'INSERM, mais même, je crois, de toute l'Alliance, c'est-à-dire de l'IA. L'Alliance, c'est qui associe toutes les... Et elle dirige l'ICMO à Paris, donc elle dit souvent. Ici, elle a des responsabilités très lourdes et un avenir très prometteur. Donc écoutez-la. Écoutez-la, ça va être passionnant. Et puis voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc effectivement, je parle aujourd'hui avec ma casquette de directrice d'ICMO et de directrice de l'Institut de recherche en santé publique. Et évidemment, je ne pense pas que je serai directrice de ces deux institutions, structures, si je n'avais pas le parcours à Bordeaux que j'ai eu, et que j'ai eu aussi en partie parce que mon maître Roger Salamon m'a fait confiance à un moment donné, que tous aussi j'ai pu bénéficier de travailler avec vous ici à l'Institut de santé publique. Alors, le titre, il est assez ambitieux. L'idée, il y a deux enjeux, je me disais, de parler aujourd'hui devant vous, plutôt avec vous. Le premier enjeu, c'est de communiquer sur ce qu'est justement Avicen, ce que c'est qu'un ITMO, et ce qu'on fait dans un ITMO, et en particulier dans l'ITMO de santé publique, qui est l'ITMO au sein duquel vos équipes sont rattachées, entre guillemets, d'un point de vue vous verrez, de la coordination des activités de recherche en santé publique. Et puis le deuxième enjeu, c'était d'avoir un premier retour sur ce que pourrait être un plan de recherche en santé publique, si on affichait ce que c'est qu'un plan de recherche en santé publique, et comment identifier au mieux les besoins des chercheurs et faire participer surtout ces chercheurs à cette construction. Donc cette construction, elle a déjà commencé en partie, vous allez le voir, et en particulier avec les conseillers de l'ITMO. Et parmi vous, il y a deux conseillers qui représentent la communauté bordelaise au sein des conseillers de l'ITMO, que sont Carole Dufouil et Antoine Pariante. Et donc j'en profite aussi pour les remercier pour contribuer à cette réflexion. Alors, le plan, il est assez simple. C'est pas non plus, je ne vais pas vous présenter des choses que vous ne sachiez déjà d'ailleurs, puisque la stratégie de l'ITMO, la stratégie de l'Alliance, la stratégie de l'INSERM pour la recherche en santé publique, elle est largement affichée. Peut-être que vous ne l'avez pas complètement perçue, donc là aussi c'est une manière de communiquer là-dessus, mais elle est largement affichée et donc on continue dans cette stratégie. Donc je vais parler du positionnement de l'ITMO et donc de l'IRESP pour la recherche en santé publique, de quelques-uns de nos moyens d'action, d'un certain nombre des multiples activités qui échouent à un ITMO, contribue à organiser un institut thématique multi-organisme, et voilà, la question, ça sera est-ce que ça peut constituer les prémices d'un plan de recherche en santé publique. Alors, comme vous le savez bien, on évolue dans un contexte français où la recherche en santé, ce n'est pas la seule chose d'ailleurs, mais la recherche en santé, elle est essentiellement menée par deux grands types d'organismes. D'abord des organismes, on parle bien de recherche en santé publique, Roger Salamon a dit la santé publique, et donc parce que sans doute il a vu plan national, donc j'y reviendrai, on s'occupe, nous, de la recherche en santé publique et pas de l'ensemble de la santé publique. Donc, la recherche en santé publique, la recherche en santé en général, pour revenir au cran du dessus, si vous voulez, il y a deux grands types d'organismes. Un premier type d'organismes nationaux dont la mission principale est la recherche, l'INSERM, le CNRS, donc, que vous connaissez bien, d'une part, et d'autre part, des organismes dont une des missions est la recherche.
les universités, et elles ont une autre mission très importante qui est la formation, et puis les centres hospitaliers universitaires qui ont une autre mission très importante qui est le soin et la santé en général. Donc, on a beaucoup d'organismes qui, chacun, ont forcément une stratégie et on vit aussi, ou en parallèle, ou en même temps, dans un monde où les stratégies morcelées sont en général, chaque fois qu'on est dans une situation où on a une stratégie morcelée, c'est assez délétère, en particulier dans les grands domaines où on veut agir. Et évidemment, la recherche, c'est un grand domaine où on veut agir. Donc, avoir les stratégies morcelées, c'est voué à l'échec. Et donc, l'idée d'Avicent, Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, je crois que j'ai 2 diapos en anglais, les autres sont en français, c'était justement de coordonner l'analyse stratégique, donc de vivre avec l'ensemble de ces organismes, parce que de toute façon on ne peut pas faire autrement, mais de coordonner l'analyse stratégique de l'ensemble de ces organismes, parce que ça a un impact concret extrêmement important sur les financements en particulier. Et par exemple, c'est au niveau de l'Alliance que se discutent les lignes du plan d'action ANR de l'Agence nationale de recherche actuellement. Donc ça a été une des motivations principales d'ailleurs à créer l'Alliance en 2009. Ça a été d'avoir un interlocuteur pour l'ANR qui ne soit pas une multitude d'interlocuteurs. Donc vous voyez que ça va du CEA au CIRAD, à l'IRD. Tous ces organismes ont des missions de recherche en santé. Et s'ils ne se coordonnent pas vis-à-vis de l'Agence nationale de recherche qui, elle, a un seul interlocuteur, les lignes que vous allez voir dans le plan d'action ANR et auxquelles vous allez répondre pour votre recherche sont complètement, ne correspondent pas nécessairement aux besoins des chercheurs. Donc il y a la nécessité pour le plan d'action ANR annuel, pour une réflexion aussi sur une recherche sans doute plus d'amont translationnelle, clinique et en santé publique. Et donc il y a eu un plan d'action là aussi qui a été réfléchi pour toutes les lignes de programmes européens, H2020, IMI, etc., pour tous les échanges internationaux. Quand on va discuter avec le NIH, qui va discuter avec le NIH? C'est mieux que ce soit le président de l'Alliance plutôt que 18, je ne sais pas s'il y a 18, mais enfin que l'ensemble des organismes qui se présentent, là encore, pour avoir aussi une crédibilité et une capacité à avoir une vraie stratégie de recherche en santé pour les infrastructures, c'est-à-dire les grands instruments, la politique sur les cohortes par exemple, et la politique aussi sur les données de santé, sur les animaleries dans d'autres domaines. Tout ça doit avoir une capacité, on doit avoir une capacité de coordination pour savoir si dans ces grands domaines, on peut mobiliser des financements, bien entendu, au service des chercheurs et de la recherche. Pour mémoire, d'ailleurs, c'est en partie grâce à ça que pour la recherche en santé publique, vous avez pu voir que progressivement, dans le plan d'action ANR, la recherche en santé publique n'est plus exclue, elle n'est même pas exclue vis-à-vis de l'IRESP par exemple, mais vous avez un certain nombre de lignes dans le plan d'action ANR annuel qui existent spécifiquement pour la recherche en santé publique, qui sont maintenant sollicitées. Et vous avez dû voir aussi que grâce à Avicent et aux autres alliances, on s'est beaucoup battu pour que le taux de sélection à l'ANR, qui est jusqu'à présent extrêmement faible, puisse progresser et aller jusqu'à 16 à 20% dans les années qui viennent. Donc c'est plutôt là aussi une réussite j'espère en tous les cas, puisque les financements sont déjà mobilisés maintenant, dès 2016, j'espère que ça sera justement plutôt une réussite du fait qu'on puisse coordonner la stratégie pour le financement. Alors ensuite, une manière au sein d'Avicent d'arriver à s'organiser justement, ou d'organiser la réflexion sur la stratégie et la stratégie d'avenir pour la recherche dans un certain nombre de domaines, la manière qui a été jugée la plus efficace,
c'est de découper, entre guillemets, les grands domaines. Alors, c'est jamais parfait, forcément, mais de les découper. On parle toujours en santé d'un continuum. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, quel est le début et la fin du continuum, parce que c'est souvent plutôt un cycle, mais en tous les cas, d'avoir un continuum au moins affiché de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche la plus appliquée, on va dire, et d'essayer progressivement, donc ça va vous voyez, des bases moléculaires et structurelles des organismes vivants, de l'étude de ces bases, à la biologie cellulaire et à l'évolution. Là, on commence à voir apparaître des thématiques plus appliquées, en particulier à la santé humaine, et progressivement la génétique, etc., jusqu'à la santé publique. Vous voyez aussi que à chaque fois, dans chacun de 9 instituts thématiques multi-organismes, qui doivent avoir du coup une capacité à chaque fois de préparer des éléments de stratégie. D'abord en ayant une organisation interne qui permet de préparer les synthèses qui sont nécessaires pour la réflexion, et je vais vous dire, vous expliquer, par exemple pour la santé publique, comment on procède. Un groupe actif de conseillers scientifiques, c'est-à-dire une liaison avec la communauté des chercheurs, et donc ce lien, c'est un lien ouvert. Les conseillers scientifiques ne sont pas là pour tout décider. La directrice d'ICMO, elle décide assez peu de choses toute seule. Et heureusement d'ailleurs, elle est entourée d'une communauté parce que le travail est fait pour la communauté. Donc il est bien évident que les conseillers scientifiques et l'ensemble doivent être ouverts sur cette communauté pour l'écouter, et en particulier écouter les besoins, mais aussi ce qui est émergent en termes de thématiques et qui doit être progressivement affiché dans les appels à projets, etc. Et puis, il y a une capacité d'animation et de mise en réseau, donc là aussi, je vais vous le présenter. Mais en plus, vous voyez en dessous dans chacune des boîtes, des mots qui reflètent un lien avec des financements. Parce qu'il est bien évident qu'on peut afficher toutes les stratégies qu'on veut. S'il n'y a pas de levier financier mobilisable pour la recherche de ce domaine, ça n'a strictement pas grand intérêt. Et vous voyez qu'il y a 2 boîtes, entre guillemets, qui ont des financements qui sont vraiment liés avec un programme stratégique et qui sont des financements substantiels. C'est l'Institut Immuno-Inflammation, Microbio et Maladies Infectieuses qui a l'Agence nationale de recherche sur le sida et un financement gouvernemental étatique annuel. Et puis le cancer avec un plan cancer, actuellement c'est le plan cancer 3, et un institut, une agence de moyens, là aussi, qui permet de financer les recherches. Vous voyez qu'il y a 2 autres boîtes, entre guillemets, en neurosciences, où là aussi il y a un plan qui est affiché, il y a une fondation de coopération scientifique et donc des financements qui permettent là aussi de soutenir la stratégie qui est affichée pour la santé publique. Donc c'est l'Institut de recherche en santé publique qui avait été imaginé d'ailleurs avant les ICMO pour, je vais en reparler, mobiliser là aussi des financements pour la recherche en santé publique à une époque où il n'y avait pas l'ANR et où il n'y avait pas d'autres types de financement. Alors, donc voilà à peu près ce que c'est qu'Avicen et ce que c'est qu'un ICMO et ce qu'on essaie de faire. Et maintenant, je vais rentrer plus dans le détail. D'abord, en disant que, évidemment, il y a, pour la recherche en santé publique, au sein de l'ensemble de ces organismes que vous avez vu listés, un organisme qui est particulièrement, qui concentre les forces, au moins en épidémio et biostat, et qui a été extrêmement moteur pour rendre visible la recherche en santé publique, qui est l'INSERM. Donc, évidemment, quand l'INSERM prépare son plan stratégique, et maintenant on est à 2016-2020, donc on le met en place maintenant, c'est évidemment important de comprendre la dynamique dans laquelle on se situe, et de savoir qu'est-ce qui va influencer dans les années qui viennent cette stratégie de la recherche en santé publique. Donc je vous invite à lire à la fois le plan stratégique qui est diffusé, qui est visible, auquel d'ailleurs qui a fait l'objet d'une consultation, auquel vous avez peut-être participé, une consultation largement ouverte au premier semestre de 2015, puis ensuite il y a eu un document donc, qui explique l'ensemble de
la stratégie que l'INSERM veut mettre en œuvre. Et puis, une des étapes, ça a été d'être formellement évalué par un comité international que vous voyez là. Alors, il y a peut-être des têtes que vous reconnaissez, en particulier le président Alain Baudet, qui est le président des Instituts canadiens de recherche en santé, donc l'équivalent de l'Alliance en France, Pierre Corvol, qui est venu, si vous vous rappelez, parler de l'évaluation du plan recherche maladie rare, et qui est surtout connu pour ses travaux, bien entendu, sur l'hypertension artérielle, et qui est aussi le fondateur, l'inventeur des centres d'investigation clinique il y a 22 ans. Ruxandra Draghia-Akli, donc Union européenne, responsable de la recherche en santé à la DG Recherche, Richard Prakowiak, qui dira quelque chose à Jean-François Darty, j'imagine, neuroscientifique Lausanne, Michel Goldman, belge biochimiste, si je me rappelle bien, Yuko Arayama, qui est la conseillère du Premier ministre japonais pour la recherche en santé et en technologie, et Nora Volkov, là aussi ça doit vous dire quelque chose, c'est la responsable de la branche addiction, de la recherche sur les addictions de la branche NIH consacrée aux addictions. Donc un jury de très haut niveau. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de spécialistes typiques de la santé publique, de la recherche en santé publique, donc ça a d'autant plus de valeur que les recommandations, donc il n'y a pas que ces recommandations, mais qu'il y a eu des recommandations très claires qui encouragent le plan de recherche en santé publique ou le programme de recherche en santé publique et la manière dont on a essayé de l'orienter, alors qui couvre la recherche clinique et la recherche en santé publique, mais vous voyez, avec 3 grandes recommandations et qui sont explicitées, et ce document-là aussi c'est ce document-là qui est comment dirais-je, en accès libre sur le site de l'INSERM, donc vous pouvez bien entendu le lire, et je vous conseille d'ailleurs de le lire, c'est pas très long, et en plus les recommandations disent clairement ce qu'il va y avoir, si vous l'avez déjà fait, c'est parfait. Et donc vous avez dû voir justement qu'il y avait une première recommandation qui concernait très clairement le passage à l'échelle internationale de la construction, de la structuration de la recherche clinique à l'INSERM. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, l'INSERM ne s'était pas autant investi, il n'avait pas ni la volonté ni la capacité, à la volonté, pas encore tout à fait sûr d'avoir complètement la capacité, et il va falloir la construire, puisqu'on est dans un plan, on n'est pas en train de décrire ce qu'on a déjà. La deuxième chose, vous voyez que c'est une recommandation claire de se rapprocher des universités et des CHU pour développer le cursus que nécessiteraient des écoles de santé publique. Là aussi, ça donne une impulsion pour les écoles en santé publique en France. Et la troisième chose, c'est de clairement reconnaître par les autorités de santé, donc qui sont nos tutelles, mais qui n'ont pas normalement de mission de recherche directement, c'est aux tutelles, en particulier le ministère de la Santé, de reconnaître l'apport de l'INSERM pour, en particulier, contribuer à la recherche sur les systèmes de santé. Alors, le terme intégré au réseau de CIC, j'y reviendrai, mais ça fait allusion à la proposition de créer des CERESP et donc des centres d'expertise en région qui intéresseront sûrement beaucoup Bordeaux. Et puis, il y a aussi l'idée que même si on fait de la recherche en santé, ou peut-être surtout si on fait de la recherche en santé, il faut reconnaître qu'il y a des capacités de collaboration, mais aussi de financement et de collaboration avec le secteur privé, et que le secteur privé ne se limite pas aux industries de santé typiques, c'est-à-dire aux industries pharmaceutiques, qu'on est bien au-delà de cet aspect-là, avec des capacités de financement pour la recherche de manière importante. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait présenté comme programme, et voilà comment on bâtit ce programme de recherche en santé publique.
Donc je vais dire des choses que vous savez déjà, donc je vais aller un tout petit peu plus vite maintenant, mais l'idée c'était de poser le cadre et là où on en est aujourd'hui, après avoir eu cette forme de validation institutionnelle de cette réflexion d'un programme de recherche en santé publique affiché comme tel dans Avicenna et Alisa. D'abord, c'est de reconnaître que la recherche en santé publique, évidemment, c'est un champ thématique large, où la santé des populations, qu'on étudie, donc on étudie les problématiques à l'échelon des populations et pas à l'échelon individuel, et qu'on est dans ce cadre-là aussi intéressé, non pas seulement par des déterminants de santé qui sont individuels, mais évidemment environnementaux, sociaux, et l'organisation sociale, c'est-à-dire l'organisation de la société dans laquelle on vit, est aussi ou contribue aussi aux déterminants de santé. Il n'y a pas seulement les déterminants biologiques individuels, il y a aussi des déterminants sociaux, environnementaux importants. C'est la peine que je détaille tous les jours à la une des journaux. On a un certain nombre de nouvelles qui nous disent que même le grand public et les journalistes sont parfaitement conscients de ça. Il faudrait que les chercheurs aussi en soient conscients, et je pense qu'ils le sont, en particulier ici, mais en fait, je n'ai pas tellement à convaincre de ça les chercheurs en santé publique, j'ai plutôt à convaincre les chercheurs des autres domaines que cette recherche elle est beaucoup plus large que des mécanismes biologiques et que tout n'est pas nécessairement biologique, ou en tous les cas, si tout est biologique, ça n'offre pas pour l'action en santé publique des réponses tellement immédiates pour les problèmes qu'on a à résoudre. Évidemment, la recherche en santé publique, du coup, son impact majeur, c'est les enjeux majeurs, ils sont en termes de prévention et pas nécessairement de soins individuels, puisqu'encore une fois, on s'intéresse à la santé des populations, et ce qu'on s'intéresse finalement, c'est à améliorer l'espérance de vie, et surtout l'espérance de vie sans incapacité ou en bonne santé. Voilà, si la recherche en santé publique peut avoir un impact à un moment donné, eh bien, c'est surtout d'augmenter l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé au sein d'une population. Ça veut dire aussi qu'il y a de nombreuses disciplines qui sont mobilisées. Bien entendu que l'épidémio et les biostats, c'est très important. C'est pas la peine que je le redise ici, là non plus. Néanmoins, ça ne suffit pas. L'épidémiologie et la biostat, ce sont des disciplines qui sont intégralement consacrées à la recherche en santé publique. Mais il y a d'autres disciplines importantes qui sont un apport extrêmement important à la recherche en santé publique. Évidemment, les sciences humaines, économiques et sociales, l'informatique, dans d'autres champs, si vous voulez. Donc, une partie peut être consacrée à l'application en santé, mais pas intégralement. Toute l'informatique n'est pas consacrée à la recherche en santé. Et enfin, il y a un troisième aspect qu'il faut absolument considérer, c'est que les épidémiologistes tout seuls ne peuvent pas être en mesure de résoudre des problèmes extrêmement complexes d'interaction, de causalité ou de chaîne de causalité dans les déterminants qui se complexes et tous intégrés les uns aux autres vis-à-vis d'un problème de santé, si ils ne sont pas en interface très forte avec les sciences biologiques, les sciences cliniques et maintenant environnementales, les sciences de l'information d'ailleurs aussi. Donc évidemment le champ est complexe, il n'empêche que c'est la vision d'aujourd'hui. Je crois que ça se traduit bien par exemple par un des instruments qui a énormément changé dans les 10-15 dernières années, dont les épidémiologistes et les statisticiens sont spécialistes, qui sont les cohortes. L'évolution de l'outil cohorte reflète assez bien cette évolution assez importante du champ de la recherche en santé publique. Et puis enfin, la recherche en santé publique, puisqu'on parle tout le temps de recherche translationnelle, mais quand on en parle, c'est de la biologie à la clinique. En réalité, la recherche en santé, par définition, elle est quasiment tout le temps translationnelle. C'est pour ça que moi je dis que le terme translationnel, je le trouve assez peu spécifique. Mais surtout, dans notre domaine de la recherche en santé publique, nous, ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'éclairer les décisions cliniques, par exemple quand on fait des essais cliniques à partir des résultats de la recherche, donc comment on prend la meilleure décision clinique à partir des résultats de la recherche, et puis c'est aussi d'éclairer les décisions politiques.
et les débats publics. Donc, la santé publique ou les problèmes de santé publique, d'une certaine manière, j'ai l'impression que c'est Didier Fassin qui dit ça, les problèmes de santé publique, ils existent quand ces problèmes constituent une atteinte à l'ordre public. À l'ordre. Donc, il faut avoir conscience de ça. Je pense que c'est une longue tradition de penser ça, mais ça fait référence à l'émergence de la santé publique, de la santé publique comme une entité de réflexion, je crois au XIXe siècle, où à un moment donné, où on prend conscience, en particulier avec les énormes progrès en hygiène, qu'on a une pensée de santé pour les populations à partir du moment où ce sont les enfants des familles aisées qui sont vraiment touchés par les problèmes de santé. Avant, il est assez difficile de voir qu'il y ait une vraie pensée organisée pour la santé publique. C'est un peu ça que cela veut dire. Et du coup, il y a une forme de naïveté ou de candeur qu'on ne peut pas tout à fait avoir en santé publique parce que l'ensemble des recherches ou des travaux que l'on fait a une implication ou a une application potentielle pour des décideurs qui, eux, ont des logiques qui ne sont pas nécessairement des logiques de chercheurs. Donc, ni dans le temps, d'ailleurs, ni dans les prises de décision. Donc, il faut avoir aussi conscience de ça, et évidemment, tout en continuant à faire de la recherche qui doit alimenter absolument les décisions politiques et les débats publics. Et enfin, évidemment, la recherche en santé publique, elle n'est pas, les problèmes de santé ne s'arrêtent pas aux frontières de son pays. Aujourd'hui, les problèmes de santé sont à considérer dans un monde globalisé. Donc si en France, on s'intéresse à Ebola ou à Zika, etc., c'est parce que, bien entendu, qu'on a une volonté d'avoir une recherche de niveau international et que aussi la France est représentée dans des départements, par exemple d'outre-mer, où ces épidémies sévissent, pas Ebola, hein, Zika. En revanche, il y a aussi des problèmes justement d'ordre public que cela pose quand on commence à importer potentiellement des épidémies. Alors, il y a quelques faits massifs, ils ne sont pas nécessairement tous tous listés, mais il y a des faits massifs quand même là aussi qui accompagnent la réflexion stratégique. D'abord, si on regarde par exemple les chiffres de Global Burden of Disease, qui est, vous savez, cette grande compilation coordonnée par l'OMS en particulier sur les chiffres dans les populations de prévalence des maladies, de prévalence des facteurs de risque, eh bien, on peut voir que si on additionne, entre guillemets, d'une manière grossière, les facteurs comportementaux, environnementaux, liés au travail, métaboliques, on voit qu'ils expliquent à peu près la moitié de la mortalité dans le monde, dans les pays globalement. Vous savez aussi qu'en France, justement, où on dit qu'on a une désespérance de... C'est vrai, les chiffres montrent qu'on a une désespérance de vie globalement la plus élevée au monde, donc on est dans les top 5, on va dire. En revanche, on est à peine dans la moyenne européenne pour la mortalité prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, et ça s'explique parce que la prévalence de facteurs de risque comme le tabac, l'alcool, les mauvaises conditions nutritionnelles reste très importante. Donc, on a là un enjeu massif de prévention justement vis-à-vis de facteurs de risque qui ne sont absolument pas maîtrisés alors que dans le fond ils sont assez connus. Deuxièmement, on a un fait massif aussi, c'est que l'espérance de vie augmente, et ça veut dire aussi que la prévalence des maladies chroniques augmente, et donc l'ensemble de ces faits assez massifs, vieillissement des populations et impact de facteurs modifiables, veut dire qu'on a des grands progrès encore à faire en prévention et promotion de la santé. Puis il y a deux autres faits importants, là aussi massifs, c'est l'arrivée des technologies, leur impact sur la vie de tous les jours, positif ou négatif d'ailleurs, mais avec des changements potentiels dans le domaine de la santé extrêmement importants, un ratio bénéfice-risque
et de coût-efficacité des technologies où on voit fleurir des milliards d'applications maintenant largement dédiées à la santé, et pourtant leur évaluation est largement est inconnue, et les résultats de cette évaluation est largement inconnus. Et enfin, sur le plan des services de santé, il y a une modification de l'organisation des services de santé qui sont affectés par l'ensemble de ces faits, mais aussi par, en plus, un monde qui est en crise et des contraintes économiques assez importantes, et où en même temps, nos services de santé, notre système de santé doit réagir, s'ajuster en permanence aux besoins, tout en maintenant évidemment sa qualité avec des enjeux majeurs de soutenabilité. Alors du coup, qu'est-ce que on a à l'ITMO affiché comme priorité stratégique en ayant l'ensemble de cette analyse et bien plus, et d'ailleurs cette analyse avait commencé largement avant que je prenne la direction de l'ITMO en 2014 par la préparation avec l'équipe précédente, Jean-Paul Moati, Archana Silmanou et Rodolphe Thiebaud d'ailleurs, qui avait déjà préparé cette analyse stratégique pour la stratégie nationale de recherche, et j'en profite pour les remercier, en particulier Rodolphe, parce que moi je suis arrivée en capitalisant sur un certain nombre de documents d'analyse stratégique vraiment très importants de l'ensemble de ces domaines. Donc 3 priorités stratégiques pour la recherche en santé publique. D'abord, contribuer à mieux l'organiser et aussi mieux l'organiser pour la rendre plus visible. On a des très bonnes infrastructures de recherche, et en particulier les cohortes, qui ont été créées de manière différente à d'autres pays, c'est-à-dire avec beaucoup de cohortes différentes, des grands objets de recherche assez intégratifs, assez modernes, et en même temps assez peu lisibles. Mais il est aussi important d'identifier qu'il y a d'autres nouvelles infrastructures qui sont nécessaires, et je parlerai de 2 en particulier qui ont été ciblées. Deuxième aspect, c'est de contribuer à clarifier le dispositif de financement. Là aussi, il est trop morcelé. Bien sûr qu'il y a l'IRES, bien sûr qu'il y a l'ANR, mais il y a des besoins qui sont bien au-delà de ça, et il y a une réflexion à mener pour que cette recherche soit mieux financée qu'elle n'est aujourd'hui. Troisième aspect, c'est de l'articuler mieux aux autres domaines de recherche, en particulier aux biologies, mais aussi, évidemment, en priorité, les sciences humaines et sociales, qui est assez peu articulé avec l'épidémio et la biostat encore pour l'instant. Deuxièmement, c'est bien sûr adapter ces recherches à la transition épidémiologique, donc passage massif aux maladies chroniques et au système de santé, je l'ai déjà dit. Ça veut dire, encore une fois, de favoriser l'interaction avec les autres domaines de la recherche en santé, c'est de promouvoir l'attractivité des sciences humaines, économiques et sociales. Ce n'est pas une mince affaire, à tous les échelons régionaux sans doute, mais aussi à l'échelon national, parce que c'est arriver à se faire rencontrer des disciplines dont les cultures sont parfois extrêmement différentes, et les pratiques de recherche, l'évolution des carrières des chercheurs par exemple, etc. Donc c'est très difficile et en même temps absolument crucial aujourd'hui vu les enjeux et les faits massifs d'évolution de la recherche en santé publique. Et puis évidemment, c'est de soutenir la construction de coopération internationale qui a été encore insuffisante pour la recherche en santé publique, alors qu'il y a une forte demande à la fois à la Commission européenne, mais aussi dans à peu près toutes les branches du NIH. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a des modèles intéressants, en particulier l'école de santé publique, mais aussi des modèles intéressants de financement de la recherche, y compris de la recherche dite extramurale, c'est-à-dire pour des équipes, par exemple, françaises. Et donc, il y a des réflexions actuelles assez intéressantes, même s'il n'y a pas de NIH santé publique. Toute la santé publique est répartie dans les différentes branches du NIH. Il y a une direction adjointe au niveau du directeur du NIH. Ça n'empêche qu'il y a des potentielles collaborations intéressantes et bien sûr les coopérations internationales avec les pays du Sud et les pays émergents et les pays en développement. Et enfin, en recherche en santé publique, parce qu'il y a des stratégies de translation vers les domaines non académiques qu'il faut absolument lister,
Il est important de continuer à interagir avec les décideurs publics. Donc là, l'IRES est un outil important, mais aussi avec l'industrie, ça c'est nouveau, qui est demandeuse, et avec la société civile, là aussi c'est nouveau, mais les associations de patients et les associations d'usagers sont assez potentiellement et de plus en plus impliquées, y compris dans la manière qu'ils ont de saisir les organismes de recherche maintenant directement et par la voie de presse, par exemple, sur le fait que la recherche dans leur domaine n'est pas suffisamment prise en compte. La semaine dernière, c'était sur le handicap. Cette semaine, j'ai vu sur l'autisme. Enfin, voilà, on va vivre aussi, et il faut être à l'écoute d'un monde de la société civile qui s'empare lui-même de ces questions et qui est capable d'exprimer un certain nombre de besoins. Donc on mutualise les efforts d'animation entre l'ICMO et l'IRES. 4 priorités thématiques, là aussi très transversales. Vous voyez que je ne vais pas vous dire qu'on va dire qu'il faut travailler précisément sur la vaccination des personnes âgées contre la grippe, par exemple. C'est sûrement très intéressant et il faut que les chercheurs le fassent. Mais nous, on doit respecter aussi l'autonomie des chercheurs qui décident de leur propre sujet d'une certaine manière. En revanche, on peut donner des grandes directions, des grandes priorités thématiques qui permettent d'orienter des financements, d'orienter des postes, d'orienter l'émergence d'équipes, par exemple, et de donner les moyens aux chercheurs qui peuvent s'inscrire dans ces thématiques. Donc, vous voyez que ça couvre assez bien les thématiques, sauf que ce qui était très visible jusqu'à présent sur la recherche en santé publique, c'est des déterminants de santé. On est excellent en recherche observationnelle, en cohorte. En revanche, en prévention, on ne l'est pas tellement. Et en recherche interventionnelle, c'est-à-dire comment on va passer de l'observation à l'action, c'est-à-dire comment on va faire pour non seulement observer qu'il faut se faire vacciner, mais aussi faire en sorte que l'ensemble de la population soit vaccinée par le bon vaccin à un bon âge. Ça, c'est autre chose. Comment on va faire en sorte que les adolescents retardent le plus longtemps, voire évitent de rentrer dans le tabagisme. C'est une des questions de recherche interventionnelle. Deuxième axe, santé, travail, environnement, pour afficher clairement le fait qu'il y a une recherche émergente cruciale à mettre en place. Troisième aspect sur les politiques et services de santé. Et quatrième grande priorité thématique, sur les concepts et méthodes. On change là aussi beaucoup de paradigmes, y compris méthodologiques, par exemple avec le big data. Il y a encore énormément de recherches méthodologiques, y compris quantitatives et qualitatives, à faire pour, bien entendu, analyser au mieux ces données. Alors, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à faire une analyse des forces de recherche. Donc, un des premiers travaux qu'on a commencé à faire et qui vient maintenant à maturité, c'est d'avoir une analyse des forces de recherche. Ça a l'air de rien, mais si je veux faire afficher un certain nombre de grandes priorités thématiques, par rapport à d'autres domaines qui vont dire qu'ils ont besoin aussi d'avoir des priorités, et donc des financements, et donc des postes et des équipes, eh bien, on va me dire, mais il y a 0 équipe de recherche en santé publique dans ce domaine, donc ce n'est pas la peine de l'afficher. Donc, l'analyse des forces de recherche qui existent, donc l'ensemble des équipes, pas seulement INSERM, mais CNRS, de tout le périmètre avissant, y compris les équipes d'accueil. C'est la recherche en santé publique, cette cartographie est maintenant à peu près terminée. Ne me demandez pas précisément par contre de vous lister les 144 équipes parce que c'est en cours de dépouillage. Donc je vous montre les premières, surtout l'allure que peut avoir l'ensemble de la cartographie et de l'analyse des forces qu'on peut faire. Les équipes en présence, c'est à peu près 120 équipes INSERM. Ce qui est pas rien, hein, sont que l'ensemble des équipes INSERM, ici par exemple c'est 11 équipes INSERM et plus un CIC. On compte aussi les unités de service parce qu'elles ont des volets, des axes de recherche. Au total, il y a 343 équipes qui se reconnaissent avec au moins un chercheur qui a des recherches thématiques santé publique. Et à ma grande surprise, peut-être pas la vôtre, mais à ma grande surprise, c'est à peu près à égalité entre les dominantes épidémio-biostat et les dominantes SHS. Je n'imaginais pas qu'il y avait cet équilibre quantitatif ou numérique de ce point de vue-là. Alors, c'est évidemment pas dans les mêmes organismes, hein, c'est plutôt au CNRS, SHS ou à l'université, mais n'empêche que, voilà, on voit à peu près un tiers à l'INSERM
et 2 tiers ailleurs qu'à l'INSERM. Il y a aussi une analyse bibliométrique sur laquelle on se base, donc là aussi qui avait été faite du temps de Jean-Paul Moati et qu'on va actualiser, qui montre que la recherche en santé publique, par rapport aux indicateurs bibliométriques habituels, c'est-à-dire le nombre de publications, les top 1%, vous savez, c'est le dada évidemment des organismes de recherche d'utiliser ces indicateurs très quantitatifs. Il ne faut pas se fier que à ça, mais c'est quand même très important parce que ça nous permet de nous situer par rapport à d'autres disciplines et aussi de les convaincre que la recherche en santé publique, elle a aussi son excellence. Et donc 3,7% en top 1%, c'est extrêmement bien et c'est largement supérieur aux 1,5 à 2% de l'ensemble des disciplines ou des organismes en France en général. Donc je crois que c'est 2% pour l'INSERM en général. Donc quand on voit les... Donc ça c'est l'INSERM, hein, par contre la bibliométrie. Et si, donc on va réactualiser ce panorama parce qu'il dit que la recherche en santé publique, elle est excellente, elle est visible pour un organisme et elle lui permet de justement d'augmenter ses performances de bibliométrie, même s'il n'y a pas que ça évidemment dans la vie. Alors grâce à cette cartographie, on peut faire des analyses plus fines. Et ça, c'est vraiment très important donc, pour le pilotage stratégique qu'on veut avoir et de faire des cartographies thématiques. Donc, par exemple, de regarder justement comment se partage. Donc, on a fait Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Hein, donc, il n'y a pas que le centre INSERM U12-19, mais évidemment, il compte pour beaucoup, comme vous pouvez le voir numériquement. Donc, vous voyez aussi où se situe, donc ça c'est les cartographies avec l'ensemble des institutions et des tutelles, mais vous voyez aussi où se situent les forces en santé publique globalement en France. Donc il n'y a pas 1000 endroits, disons qu'il y a 5 ou 6 grands pôles. Évidemment Paris c'est particulier, mais Paris a été rassemblé, mais Paris soi-même est organisé en 3-4 grands pôles. Et enfin, vous voyez où sont les forces et comment elles se répartissent par tutelle. Ça nous donne aussi un certain nombre de résultats par thématique prioritaire. Donc, je l'ai dit, j'en ai rajouté une qui est handicap, perte d'autonomie. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour nous aussi de l'afficher, mais ça nous dit quelque chose sur les rapports de force entre les différents domaines. Et vous voyez que en prévention, recherche interventionnelle, moi j'aurais pensé qu'il y avait beaucoup plus d'équipes où il y avait ces thématiques-là. J'aurais pensé qu'il y avait beaucoup moins en service de santé, politique de santé. J'aurais pensé qu'il y avait beaucoup moins initialement en santé, travail, environnement, avec pas nécessairement les mêmes rapports entre SHS, épidémio et biostat. Sur les méthodes, c'est quasiment intégralement épidémio et biostat, hein, si bien qu'on retrouve le partage moitié-moitié globalement après que je vous ai annoncé tout à l'heure. Et puis il y a un domaine particulier parce qu'il est financé par un seul financeur pour nous, qui est la CNSA essentiellement, qui a une visibilité assez importante et où on essaie de faire émerger un certain nombre d'équipes qui est autour de handicap et perte d'autonomie. Donc voilà pourquoi, par exemple, ici, on l'a affiché parce que ça permet de mobiliser des moyens pour des appels d'offres spécifiques. Et donc voilà ce qu'on peut faire aussi et qu'on commence à faire pour l'analyse spécifique des services de santé, puisqu'on discute non seulement des financements à mobiliser sur ces domaines-là, des équipes à mobiliser, mais aussi des financements à mobiliser à l'échelon européen, par exemple, ou international. Et donc voilà ce qu'on peut aussi arriver à faire, par exemple, sur services de santé. J'espère qu'on ne s'est pas trop trompé, mais il y a eu aussi une enquête qualitative, donc j'espère que Jérôme ou Mathieu ont été sollicités, et sinon on va faire en sorte que vous le soyez. Mais voilà, première cartographie qui permet aussi de voir les mots-clés à chaque fois dans les villes. Donc ça permet de voir les villes ou les grands pôles où il y a de la recherche sur les services de santé, politique de santé. Et puis ça permet de voir aussi à chaque fois quels sont les mots-clés, les thématiques émergentes et importantes pour voir construire la stratégie. Donc voilà notre outil, c'est notre outil, donc ça a mis à peu près 2 ans, ça a été un financement de la Direction Générale de la Santé d'ailleurs, qui nous a beaucoup, moi je suis arrivée, je n'avais pas cet outil de pilotage aussi sophistiqué,
On s'est dit qu'on allait construire un outil qui permettait vraiment de faire un pilotage stratégique et qui serait ensuite un outil dynamique. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire ça systématiquement tout le temps, on va en faire un outil qui permet d'être actualisé et qui est au service aussi des institutions pour qu'elles-mêmes, et des chercheurs eux-mêmes, pour qu'ils voient où sont les forces en présence eux-mêmes quand ils sont en train de constituer des consortiums ou des collaborations. Alors, autre volet important pour un ICMO, c'est l'animation. Alors, on a donc 34 conseillers scientifiques, ça fait beaucoup, mais la recherche en santé publique, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est beaucoup de disciplines, beaucoup d'institutions mobilisées. Il faut arriver à trouver un équilibre aussi qui représente les différentes régions, les différentes forces en présence. La parité, donc il y a 17 femmes, 17 hommes, je crois. Je ne vais pas dire que c'est un peu par hasard, mais en tous les cas, on a veillé aussi que cet aspect soit évidemment respecté. On peut mobiliser beaucoup d'instruments d'animation assez transversaux. D'abord des dispositifs assez classiques, les GDR, qui sont donc les groupes de recherche qui allient des équipes de recherche autour de sujets émergents. On a eu un sur vieillissement, longévité, et puis un autre sur médecine de précision et impact en économie de santé. C'est un outil qui est CNRS, mais qu'on essaie là aussi de faire en sorte que le pilotage soit à la fois CNRS et plutôt avissant. On a des actions coordonnées, en particulier une sur la recherche interventionnelle du pilote François Alla, auquel je crois au moins François Davis participe ici, mais qui est en fort lien avec les agences sanitaires et les administrations centrales des ministères, et puis un certain nombre de consortiums internationaux aussi qu'on finance, avec une logique qui est interalliance. Donc il y a aussi une alliance sur les sciences humaines et sociales qui est Athéna. À l'envie, c'est les sciences de l'environnement, donc avec le même principe qu'Avissant, de coordination stratégique sur les grands domaines de leur thématique. Puis on a une logique inter-ICMO, donc je vais essayer de le montrer aussi. On ne travaille pas en silo, on essaie bien entendu de faire un certain nombre de choses ensemble. Autre point d'animation pour nous, c'est les infrastructures de recherche. En santé publique, notre matériau de base, ou notre animalerie à nous, si j'ose dire, c'est les données de santé. Donc on a un club qui rassemble l'ensemble des cohortes pour leur animation et leur travail scientifique. La dernière réunion, c'était hier en particulier, donc c'est en lien avec le commissariat général aux investissements d'avenir. Et l'ANR, un lien aussi avec les industriels pour valoriser les données des cohortes. Donc on a fait le Cohort Innovation Day, qui est une sorte de speed dating des cohortes avec les industriels. Donc l'équivalent de Avissant chez les industriels, c'est ARIS, et c'est un transfert. J'ai encore 5 minutes, donc je vais accélérer. Le réseau des investigations cliniques que vous connaissez et une animation autour des maladies émergentes avec l'ICMO I3N, puis un certain nombre d'actions de communication que vous connaissez. Donc je ne vais pas revenir sur les cohortes, mais on a la chance d'avoir des cohortes qui couvrent l'ensemble du panorama. On les rassemble maintenant autour d'un site rénové qui est le catalogue des bases de données individuelles en santé. Donc, si vous vous êtes intéressé non seulement à connaître où sont les bases de données de santé, mais comment y avoir accès. Donc il y en a à peu près 900 maintenant qui sont répertoriés, y compris comment on y accède, et avec un nombre de visites qui augmente vraiment de manière importante, y compris de l'étranger. Donc vos bases de données sont intéressantes pour les chercheurs étrangers. Donc on a constitué progressivement des relations très fortes avec l'IRES. Le fait que ça soit le même directeur est important. Et aussi parce qu'on mutualise l'ensemble des activités d'animation avec l'IRES. Alors c'est quoi l'IRES par rapport à l'ICMO? L'ICMO, c'est intégralement consacré à la recherche. L'objet de l'Institut de recherche en santé publique, c'était d'avoir un lien fort justement avec tous ceux qui sont nos interlocuteurs pour la recherche en santé publique. C'est-à-dire à la fois ceux que vous voyez en haut qui sont les agences sanitaires,
Ce que vous voyez ici, qui sont les organismes de protection sociale, donc la recherche, et puis les administrations centrales des ministères, donc ministère de la Santé, ministère de la Recherche. C'est extrêmement important d'arriver à coordonner l'ensemble des actions structurantes qui sont menées, évidemment, avec comme point central la recherche en santé publique. Et vous voyez qu'on a une capacité d'action qui a mobilisé un certain nombre de financements, et je suis sûre que ici, beaucoup d'entre vous ont reçu au moins un financement qui reste continuer à soumettre aux appels à projets. Ça devient de plus en plus difficile, mais c'est pour ça que c'est important. Puis on peut, bien entendu, que la recherche en santé publique, donc l'interface avec les autres domaines, eh bien c'est par exemple le programme transversal qui se met en place avec l'Institut génétique, génomique et bioinformatique sur l'interprétation des variants du génome et des maladies humaines. L'appel à manifestation d'intérêt va sortir, donc je vous incite très fortement. Vous avez des cohortes avec des phénotypes et des variants de l'ADN, et déjà un GWAS ou des SNP qui sont décrits à soumettre une proposition, mais on participe aussi et donc on contribue à tous les volets recherche qui concernent nos domaines, avec un certain nombre de missions d'animation institutionnelle la plus transversale. Je voudrais juste rappeler que la réflexion sur le plan d'action de recherche en santé, pas seulement en santé publique d'ailleurs, mais recherche clinique, recherche translationnelle et en santé publique, le premier jalon qui a été possible, c'était de faire un site qui rassemble à présent l'ensemble des appels à projets, et progressivement qui a vocation à rassembler tous les appels à projets de la recherche en santé, et donc sur un site unique auquel vous pouvez vous abonner, qui est lancé maintenant depuis février, je crois, à cette adresse AAP Recherche en Santé. Donc ça, c'est un des premiers jalons du travail de l'ICMO pour coordonner l'ensemble des efforts, justement, mutualiser, simplifier la visibilité sur l'ensemble des appels à projets. 2 points pour terminer dans les 5 minutes qui me restent encore. Sur merci beaucoup. Sur 2 points. Vous avez vu que la loi de modernisation du système de santé permet de créer un système national des données de santé qui est en fait le SMIRAM plus les données du PMSI, les données de l'assurance maladie, les données du PMSI et les données des causes médicales de décès. Donc ça crée une énorme base de données unique, tout le monde dit unique au monde, qui couvre effectivement l'ensemble de la population avec des données très intéressantes. Je ne suis pas sûre que l'accès à ces données soit énormément simplifié. Vous avez peut-être vu dans la presse sortir un certain nombre de critiques par rapport à l'organisation de ce SLDS. Malgré tout, la CNAM s'organise pour constituer cette énorme base de données et faire en sorte que pour la recherche, elle soit disponible. Donc ça, c'est l'INSERM qui est un peu plus à la manœuvre et qui a proposé, donc, en lien avec la CNAM, de faire évoluer le centre d'épidémiologie et d'expertise sur les données de santé vers ce CEPIDS, le CEPIDC qui traite actuellement les causes médicales de décès, pour proposer que pour les chercheurs, on crée une sorte de guichet unique et d'organisation d'accès un peu facilité pour les chercheurs, en particulier pour tous les aspects qui sont d'aide juridique, réglementaire et éthique. L'accès aux données de santé devient un véritable parcours du combattant. Pour tous les aspects de sciences, de systèmes d'information, technico-scientifiques aussi, de comprendre ce qu'il y a dans ces bases de données et comment on les exploite pour l'épidémiologie, et aussi le data management. Donc, je voudrais juste rappeler qu'actuellement, il y a un recensement des besoins des chercheurs pour l'utilisation de ces données. Vous avez dû voir passer ce message, et si vous ne l'avez pas vu passer, je suis à votre disposition pour vous donner le lien. Actuellement, il y a déjà 200 chercheurs qui ont participé, donc c'est un taux de réponse qui est vraiment à peu près un tiers, de plus de 30% des chercheurs qu'on a sollicités, mais vous pouvez le faire passer à d'autres, bien entendu, et qui montre que la plupart ont entendu parler du SNDS, que à peine plus de la moitié ont travaillé sur ces données, mais que par contre la grande majorité évidemment sont intéressés, donc, et la grande majorité sont intéressés à ce qu'on organise
un certain nombre de services, donc juridiques, réglementaires, data, systèmes d'information, pour leur faciliter la vie à la fois sur ces données et sur l'appariement et l'enrichissement des cohortes à partir de ces données du SNIRAM, du PMSI et des causes médicales du dossier. Et enfin, parce que ça préoccupe beaucoup Roger Salamon, et je le comprends parce que moi aussi ça me préoccupe à peu près tous les jours, l'idée c'est également de positionner des équipes ou des consortiums de chercheurs à l'échelon régional auprès des décideurs. Vous avez vu aussi que dans la loi de modernisation du système de santé, il y a une place très importante des agences régionales de santé et aussi vis-à-vis de la recherche en santé, en lien avec les organismes et les universités. L'idée, c'est de pouvoir offrir un cadre au consortium de chercheurs qui, à l'échelon régional, pluridisciplinaire, donc épidémio, biostat, SHS, comme ça peut se faire par exemple ici grâce à la FR de santé publique et à Cassiopée, donc d'offrir un cadre à ces consortiums de chercheurs pour leur permettre d'avoir un lien assez formalisé avec les décideurs, à la fois pour recevoir les questions des décideurs et décider si ce sont des questions de recherche ou comment on peut aider les décideurs territoriaux en santé à répondre à des questions de santé publique, et inversement, de mieux faire connaître les résultats de leur recherche auprès de ces décideurs. Donc il y a eu un rapport qui a été commandité par l'IRESP et l'IGMO, qui a été remis au PDG de l'INSERM et au DGS, qui est la base d'une réflexion sur la sélection maintenant d'un ou deux démonstrateurs, peut-être 3 en 2016, et avec le potentiel de généraliser ce principe et d'avoir entre 6 et 9 CRESP à l'horizon 2020 sur un modèle qui va être très Cassiopée. Et donc là, on est en train de finaliser le tour de table financier pour pouvoir lancer cet appel à projet, on l'espère, avant l'été. Donc il y a des pistes d'amélioration, d'abord mieux afficher cette coordination, mais j'espère que vous allez montrer qu'il y a un certain nombre d'aspects qui sont dans cette dynamique-là. Il y a des thèmes qui sont encore insuffisamment couverts ou coordonnés, on en a parfaitement conscience, sur handicap, perte d'autonomie, santé mentale et addiction. C'est une de nos grosses préoccupations, de savoir comment avoir une stratégie de recherche en santé publique dans ce domaine-là. Sur santé migrants ou précaires, mais je peux en répondre à une question si vous souhaitez, et sur soins primaires également. Et évidemment, nos deux aspects qui pourraient constituer un plan de recherche en santé publique, c'est de pérenniser les moyens indispensables et de lever ou d'afficher des fonds et des appels à projets recherche en santé publique, un peu comme ça a pu être fait pour le PHRC. C'est une réflexion vraiment actuelle, et puis d'améliorer la translation des résultats de la recherche en santé publique vers les politiques publiques, donc en amont pour la conception et en aval pour l'évaluation. Et là, les CRS seront sûrement un outil très important. Je m'arrête là. Merci beaucoup.